Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous suivre une nouvelle fois sur notre page Facebook, mais également sur notre chronique Facebook. On en parle de Nîmes, et puis sur YouTube. Nous sommes ce matin dans les locaux de l'association Les Mille Couleurs, dans le studio web radio qui s'appelle Pissevin Open Web Radio. Nous évoquerons divers sujets ce matin, mais ce qui nous intéresse, c'est cette belle association, Les Mille Couleurs, créée en 1995. Nous accompagne dans le cadre de cette émission Jean-Paul Sposito. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Président de l'association, et Raouf Azouz, directeur. Bonjour. Bonjour, nous ça fait déjà la deuxième fois puisque j'étais venu pour une émission de radio à l'époque. Les chroniqueurs Philippe Roata, dit le grognard. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ce matin? Très bien. Bon, pas de problème de circulation. Tout va bien. Et Benjamin Baron à la réalisation de cette émission. Vous savez qu'il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Par exemple, où il ne se passe rien, l'étonnant silence des élus de la majorité, La République en marche, concernant les gilets jaunes, c'est la pauvreté qui peut aussi expliquer la grande mobilisation dans le Gard, scrutant la situation des gilets jaunes samedi matin. Je peux vous rendre compte que c'est la pauvreté qui prime. Un report pour le moment. L'ex-ministre de l'Intérieur avait annoncé un renfort d'effectifs de 30 policiers sur Nîmes en janvier 2019, dans le cadre de la PSQ, la police de sécurité au quotidien. Où en sont les promesses, par exemple, qu'avait faites Yvan Lachaud pour créer une police intercommunale de 50 agents. Le Carrefour, là nous sommes carrément concernés, ici même, le Carrefour Market, la fermeture, un coup dur pour Pissevin. Et puis voilà, Franck Prost sera-t-il dans une position éligible lors des prochaines élections européennes? La question reste entière. Et depuis plus d'une semaine, les parents d'élèves du conservatoire à rayonnement départemental ont reçu les premières factures très salées avec une importante augmentation. Alors, merci une nouvelle fois de nous recevoir. Donc, première question, ensuite ça sera ouvert. Quel est le but de cette association Mille Couleurs? Le but n'a pas varié. Depuis l'origine, l'intention c'était de faire en sorte que les habitants de ce quartier soient réellement plus citoyens dans l'espace où ils vivent. Alors l'espace où ils vivent, peut-être qu'il a été modifié dans la vision des organisateurs de l'association, qui était plus centré sur le quartier lui-même, et que nous élargissons actuellement à l'étendue de la ville. C'est-à-dire que ce quartier, il faut bien l'inclure et le situer dans le contexte urbain global de la ville de Nîmes, et de façon à pouvoir établir des liens, des relations, des ponts entre effectivement ce qui constitue l'ensemble urbain nîmois et ce lieu particulier. Voilà, nous avons constaté effectivement que c'était un quartier qui était souvent considéré comme étant à part, différent des autres, à approcher avec précaution. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit considéré au même titre que les autres quartiers de la ville et que les gens qui y habitent se sentent autant citoyens que les autres. C'est ce que tu penses, Raouf. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que vient de dire Jean-Paul? J'adhère tout à fait à ce qu'a dit Jean-Paul, le président de l'association. Jean-Paul et l'ensemble des instances statutaires de l'association. Le conseil d'administration et tous les personnels, les bénévoles et j'espère nos adhérents. Oui, parce qu'il y a 30 bénévoles, c'est ça? Oui, le conseil d'administration est composé de 15 bénévoles titulaires et 5 suppléants et une dizaine de bénévoles sur les actions. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, depuis surtout la suppression des contrats aidés, on a fait appel effectivement au bénévolat et c'est vrai qu'on a eu une réponse favorable de pas mal de bénévoles, notamment de la réserve citoyenne qu'a mis en place l'État, et on a eu pas mal de bénévoles issus de l'Éducation nationale qui sont venus renforcer l'équipe des Mille Couleurs. Et c'est un lien important quand même, les Mille Couleurs, avec toute cette jeune génération. Très important, c'est vrai que souvent nos territoires populaires, et je dirais même d'avenir, sont souvent stigmatisés par notamment ce on parle souvent du radicalisme, et on parle de nos jeunes qui sont partis souvent en Syrie parce que bon, ils n'ont peut-être pas trouvé une place dans la société française. C'est vrai que notre objectif aussi, nous, c'est de leur donner confiance, leur donner espoir, et surtout de faire comprendre que voilà, la France est encore un pays où on peut réussir, où on a encore une chance. Et un contact avec les familles important également. Tout à fait. Le travail sur la parentalité est très très important. On travaille beaucoup de partenaires, on n'est pas seul. On travaille beaucoup avec le centre médico-social, les partenaires sur la parentalité.
Et c'est vrai que le travail en réseau est primordial. Donc les 1000 couleurs tout seul n'est rien. Vraiment, le partenariat et la coopération sont les maîtres mots. Philippe. Moi, je ne connaissais pas cette association, bien sûr. Je souhaitais y venir parce que quand dans un quartier dit difficile, on a une association qui tient depuis 25 ans. C'est un peu comme un restaurateur qui tient 25 ans, donc il fait des belles choses pour tenir. Souvent dans ces quartiers, on dit les services publics n'existent plus, ou s'en vont, ce qui pose tout un tas de problèmes. Donc vous tenez, ce qui est tout à fait surprenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous disiez, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acquérir les codes de la société française. Ça, c'est tout à fait important à mes yeux. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire quoi. Ce que je sais, c'est que ce matin, quand on est arrivé dans une salle à côté, là, je sais pas si c'est un cours d'alphabétisation, mais j'ai été surpris de voir qu'il y a 90% de femmes, hein. Donc les femmes sont porteuses dans ce mouvement d'acquérir les codes de la société française, parce que pour moi c'est très important, notamment si c'est des femmes à majorité musulmane, qu'ils aient une volonté, elles, de s'émanciper, d'acquérir des codes, d'acquérir la langue, ça me paraît tout à fait capital. Puis après, les questions que j'aurai à vous poser plus tard, c'est sur qu'est-ce que vous pensez du renouvellement urbain, parce qu'il y a une opération tout à fait énorme qui va être mise en œuvre. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à modifier finalement la citoyenneté des gens qui y habitent? Puis il y a naturellement le problème des jeunes. Moi, j'aimerais recueillir votre avis sur, comme ça fait 25 ans que vous êtes là, est-ce que les conneries faites par les jeunes, est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça se renouvelle? Ou est-ce que ça se transforme? On va laisser la parole à Raouf. Alors effectivement, oui, à côté, il y a des groupes d'ASL, on appelle ça les ateliers sous-linguistiques, donc c'est parti de notre pôle d'inclusion sociale. Donc on accueille à peu près une centaine de personnes, hommes et femmes. Là, il y a une majorité de femmes, mais aussi des hommes. Donc il y a un mélange. Et c'est vrai que l'apprentissage du français et les valeurs de la République sont un enjeu important. Et c'est vrai que les codes, c'est important de savoir effectivement remplir le cahier de chèque, prendre le bus, déchiffrer le cahier de notes de l'enfant, participer à l'éducation de l'enfant. Ça passe aussi par l'apprentissage du français et des valeurs. Si on ne maîtrise pas au minimum la langue française, on ne peut pas être inséré. Voilà. Donc ça c'est important. Et on a un travail important. Je crois que c'est une des missions importantes avec l'éducation, notamment l'accompagnement des jeunes, de l'association, pour permettre à ces personnes vraiment d'être autonomes et effectivement aller vers l'émancipation. Parce que l'association s'ouvre à des très jeunes également, 15-18 ans à partir de 6 à 99 ans. Ouais. Ils sont travaillés aussi avec les aînés. Donc, il y a des aînés qui sont une richesse importante, puisqu'on a un groupe d'aînés, on a une quarantaine de personnes qui habitent le quartier et qui ont envie effectivement de sortir de l'isolement. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire des choses, de découvrir leur ville, de découvrir aussi leur région. Donc on travaille avec eux, on a même acquis un minibus aussi qui permet effectivement de se déplacer dans les différents villages. Et c'est vrai que ce lien avec les jeunes et les seniors, c'est important parce que les seniors, c'est la mémoire du quartier. Ils valorisent leur quartier. Et c'est vrai que souvent il y a une cassure entre les jeunes et les seniors. Et là, effectivement, on a réussi à créer ce lien intergénérationnel qui, j'espère, va permettre effectivement, on en reparlera, peut-être de réussir la rénovation urbaine. Parce que la rénovation urbaine ne réussira pas qu'en travaillant sur urbain. Il y a aussi le travail social de tous les jours. Et si on n'associe pas, encore une fois je le dis, si on n'associe pas les habitants du quartier à la réflexion sur la rénovation urbaine, on n'y arrivera pas. Et ta sensation, tu penses que les jeunes sont ouverts à toutes vos propositions, tous ces jeunes en perdition entre 15 et 18 ans? Jean-Paul? Tous, on ne peut pas dire que le pourcentage par rapport à ce que vous avez rencontré un bon nombre de jeunes. Oui. Donc, on n'a pas de mesures chiffrées. Mais ils sont ouverts ils sont ouverts à ce que vous faites quand même. Mais bien sûr, beaucoup le prouvent en fréquentant nos activités, en adhérant aux activités que l'on peut proposer. Et puis aussi, on essaie d'établir ce lien via les établissements scolaires, notamment les collèges, de façon à pouvoir cibler un peu plus précisément cette période de la jeunesse qui est délicate, qui est la préadolescence, où les choses fondamentales se jouent généralement. Donc, effectivement, on a là des propositions, alors qui sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, parce qu'on est un peu concurrencé par l'esprit consumériste qui peut se développer
dans ces populations-là, mais qui insiste beaucoup sur le fait que quand nous accueillons ces jeunes-là, l'accent est mis sur le fait qu'ils participent à l'élaboration de leur programme d'activité, qu'ils sont partenaires, qu'ils sont proposants et qu'ils sont acteurs de leurs propres loisirs. Mais ça, c'est une donnée générale de l'association, puisque ce qui transparaît dans le projet général de l'association, c'est la participation des habitants à leur vécu quotidien et à leur avenir. Donc, il faut trouver toutes les solutions aux différents âges de la vie pour que cet état d'esprit-là se développe et perdure. Et la référence de Raouf tout à l'heure nous disant les anciens, c'est important pour que la communication puisse peut-être mieux passer, parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus respectés que d'autres. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que cette action, souvent, on a souvent parlé du problème jeune. Du problème. C'est pas un problème, c'est peut-être une solution. Et on a souvent oublié nos aînés. Et nos aînés sont une des solutions primordiales. Parce qu'ils ont une richesse, une connaissance du territoire. Et ils portent aussi des valeurs, ils portent un sens. Et je pense qu'on va arriver effectivement avec cet amalgame, avec ces jeunes et ces aînés, à réussir un vrai projet. Pour revenir aux jeunes, c'est vrai qu'à un moment, effectivement, on ne touche pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui sont réfractaires, tout ce qui est règlement, etc., ils veulent pas. Mais bon, on a quand même une majorité de jeunes qui viennent parce qu'ils veulent réussir à l'école, donc ils viennent à l'accompagnement scolaire, ils viennent les mercredis, les vacances scolaires, ils viennent préparer des séjours, on a fait une belle réussite, ils sont partis à Paris, donc 15 jeunes pendant 6 mois ont travaillé un projet, donc ils sont partis à l'Assemblée nationale, ils ont rencontré nos députés, etc., donc ils ont vu ce que c'est que la démocratie, et ils sont partis à un concert, ils sont partis voir Algérino, pas des références, mais bon, ils ont apprécié Algérino, et je pense que ce travail-là, à long terme, fait que le fait qu'ils s'engagent, qu'on fasse avec eux, leur permettra de vrais citoyens. Et non pas faire de la consommation. Leur dire, voilà, on va faire du karting, on va aller à Cannes, etc. Non. Il y a un travail de partenariat et de construction collective. Puis ce qui est bien, c'est que ces jeunes sont des porte-paroles pour les autres. Oui, des porte-paroles du quartier. Oui. Pour faire voir que le quartier, ce n'est pas que brûler des voitures et trafic de drogue. C'est aussi des jeunes qui veulent réussir et qui sont respectueux des valeurs. Mais ces jeunes dont on parle, souvent, quand on ne connaît pas Pisevin, moi, ce que je vois en tant que citoyen nîmois, mais n'étant pas Pisevin, c'est effectivement des caillassages d'ambulances, des caillassages de policiers, des caillassages de flics, des caillassages de chauffeurs de bus. Et c'est une minorité dans ce quartier, c'est une infime minorité. Tout à fait, bien sûr. Et comment se fait-il qu'on n'arrive donc pas je dirais, à éradiquer ça, s'ils sont une minorité, il y a un travail qui se fait, il y a des médiateurs qui sont sur le terrain, il y a des éducateurs de rue avec la DPS, il y a des médiateurs des associations, des médiateurs, nos médiateurs numériques, nos médiateurs participation des habitants, nos médiateurs école-famille, ils sont là aussi pour créer du lien. C'est le lien, le dialogue. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le dialogue est coupé. Puis la réponse est sans doute dans la question. C'est-à-dire que c'est une petite minorité, effectivement, qu'il n'est pas toujours facile de repérer, de cerner, sur lesquels il serait plus facile d'agir, si j'ose dire, s'ils étaient plus nombreux, quoi. Donc, oui, parce que nous avons rencontré des personnes qui sont très heureuses de se retrouver ici, à Pisevin, qui vivent sainement, sereinement, tranquillement. Bon, le problème après, ce sont les enfants maintenant. Effectivement, donc tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais simplement demander, c'était la question que je posais tout à l'heure, parce que vous avez 25 ans de pratique, est-ce que vous pensez que la préadolescence et l'adolescence des jeunes qui se comportent pas forcément bien, qui caillassent, est-ce que ça s'aggrave ou pas par rapport à 25 ans? Est-ce que c'est les mêmes problèmes finalement qui demandent donc les mêmes effets pour éradiquer ça? Ou est-ce que c'est une continuité? Ou est-ce que c'est plus important? Ce qui signifierait que les parents sont moins présents. Ma question, elle a aussi un double sens. Hein. Personnellement, je pense que les problèmes restent les mêmes. Ce qu'on a connu à certaines époques concernant la préadolescence ou l'adolescence, avec les jeunes voyous de quartier, les blousons noirs, toute une frange de la jeunesse qui était en mal-être, qui était en difficulté de vie, d'intégration, etc. On le retrouve aujourd'hui. Alors sans doute plus ou moins amplifié selon les périodes, selon le contexte social et politique du moment, mais on est toujours dans la même nature des choses. Alors ce qui est inquiétant, effectivement, dans notre période, c'est l'absence ou la difficulté de se projeter, la difficulté d'un avenir qu'on voit incertain, flou,
pas suffisamment précisé et qui peut permettre à certains jeunes d'être un peu en désespérance. Mais en contrepoint, il y a la réussite sociale de certains qui est mis en valeur, qui est mis en exergue et qui peut laisser penser à une partie de ces jeunes-là qu'il y a des possibilités de s'échapper, de trouver des voies permettant leur réussite à la fois personnelle, collective, sociale, etc. Donc moi j'ai pas une impression, enfin, vu comme ça un peu de l'extérieur, parce que je suis pas au contact du terrain quotidien, je n'ai pas l'impression qu'il y a une aggravation des choses. Il y a simplement aussi une amplification du fait des réseaux de communication qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient autrefois, voilà, et qui permettent effectivement de faire monter le buzz, si je peux me permettre. Justement, le moyen de communication, parle-nous un petit peu de la radio, de cette radio. Cette web radio, on a souhaité effectivement la créer il y a quelques années. Bon, elle a démarré il y a quelques mois par des petites émissions créées par des jeunes. Coordonné par notre médiateur numérique qui a Luc de Relais. Donc on remercie l'État de leur soutien. Et c'est l'objectif de cette web radio qu'on appelle Power pour l'instant. Donc le nom peut changer puisque Pissevin Web Radio. L'objectif c'est vraiment de communiquer, d'informer des projets, des événements du quartier. L'objectif aussi c'est de valoriser ce qui se fait de positif. Parce que malheureusement, à chaque fois qu'il y a un événement négatif, ça prend une amplitude extraordinaire. Et les événements positifs, c'est vrai qu'on n'en parle quasiment jamais. Ou presque peu, sauf dans ta radio, etc. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est valoriser les initiatives des habitants du quartier et leur richesse. Et permettre aussi aux habitants d'avoir une expression. Voilà. Souvent, les gens nous disent, ouais, mais on nous entend pas, les gens ne voient pas que, malheureusement, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la discrimination. On n'a pas parlé de la discrimination, mais je veux pas tomber dans le bateau, mais c'est vrai que dans le quartier, on va dire 80-90% de la population sont français d'origine étrangère. Et c'est vrai que quand on voit que dans les familles, le taux de chômage il est important, que la rénovation urbaine est freinée actuellement, c'est-à-dire que c'est long, une rénovation urbaine, c'est sur 10-15 ans. Quand on voit que les transports aussi, on ne sait pas trop si les transports continueront à rouler sur le quartier, parce qu'on ne sait pas si ça... Voilà, il y a plein de questionnements. C'est suite au problème qu'il y a eu récemment à Val-de-Gour, les transports qui ne rouleront plus ou moins... Quand on a appris que les secours ne peuvent pas rentrer sur le quartier sans la présence de la police nationale, on est tombé de nuit, quoi. Enfin, si demain j'ai une crise cardiaque, si les policiers ne sont pas disponibles, les secours n'ont pas. On est dans un quartier minois, un quartier de la République, pourquoi les secours ne peuvent pas rentrer normalement? Enfin, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on s'interroge, et c'est pour ça qu'on a fait une manifestation une fois, qui a réuni 400-500 citoyens, qui ont dit c'est pas possible. C'est pas à nous à faire la police. Effectivement, on a parlé de cette minorité de personnes qui créent un peu, parce que c'est un moment, il y a la police qui doit faire son boulot. Ça pénalise les autres. Ça pénalise quasiment la majorité des habitants du quartier. Philippe. 17 000 habitants. Ben oui, 17 000 habitants. Non, là, j'écoutais l'argumentaire. Et quelles sont les aides? Vous vivez comment? Cette association vit de quelle façon? C'est important quand même de savoir où. Donc je pense qu'il y a la municipalité, il y a toutes les... On appelle ça la politique de la ville. Donc le contrat de ville. Contrat de ville. Dans nos quartiers, on bénéficie du contrat de ville. Donc le contrat de ville, c'est un financement partagé avec la ville, l'État, le département, la région. Depuis cette année, la région participe effectivement dans les quartiers politiques de la ville. Donc heureusement qu'il y a la politique de la ville. C'est un dispositif spécifique. C'est vraiment spécifique à nos quartiers. D'accord. Mais on ne cacherait pas que nous souhaiterions les quartiers de la ville. On aimerait le droit commun. On aimerait que le droit commun revienne sur ce territoire. Ouais, mais ça, on comprend très bien. Et donc, vous souhaitez changer de locaux. Qu'est-ce qui va se passer là, concrètement, dans un avenir plus ou moins proche ou lointain? Jean-Paul, tu peux nous en parler? Oui, on est dans une dynamique de rénovation du quartier, de renouvellement urbain, effectivement, et donc la question de la façon dont les habitants du quartier, que ce soit des individus, que ce soit des familles ou que ce soit des associations, se posent à chaque fois. Donc il y a effectivement des ensembles immobiliers qui disparaissent, d'autres qui sont réhabilités, qui sont réaffectés, etc., etc. Et dans cette mouvance-là, l'association a posé la question des moyens matériels qui lui sont attribués, dont elle s'est dotée,
auprès de différents interlocuteurs et qui font qu'aujourd'hui, eu égard à l'ampleur de son projet associatif, ces moyens-là, en locaux, ne sont plus adaptés aux missions qu'elle veut assumer. Donc elle interpelle effectivement ses interlocuteurs, à savoir un bailleur social, la ville elle-même, pour dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une situation, une dynamique, une volonté collective partagés qui permettent effectivement de donner à cette association les moyens qui seraient nécessaires pour développer son projet au service des habitants et au service du projet global. Et quel est votre interlocuteur en mairie de Nîmes, par exemple? Les élus de la ville. Tous les élus, il y a bien un élu spécifique qui est... Oui, monsieur Burgoa. Voilà, je voulais que tu le dises. Il y a Burgoa d'un côté, mais il y a aussi l'agglomération qui joue un rôle en matière de politique de la ville. C'est Valérie Rouveran. C'est Valérie Rouveran. Ah, mais que nous allons recevoir bientôt. Oui, Valérie, oui, que nous recevrons dans 15 jours. Voilà. Parce que revenir au droit commun, vous disiez, mais l'intérêt quand même d'être inséré dans un quartier politique de la ville, c'est qu'il y a des financements croisés. Particulier. C'est particulier et croisé et beaucoup plus élevé qu'en matière de droit commun. Oui, bon, c'est vrai. Et voilà, donc le choix entre les deux, il est à réfléchir. Mais est-ce que vous jouez un rôle fort, vous, dans le cadre de la participation des habitants, qui est normalement obligatoire dans une opération de rénovation urbaine? Vous jouez un rôle fort dans la... C'est l'objet même de l'association. Bon. C'est-à-dire que développer la participation, l'expression, la contribution des habitants à la dynamique qui les concerne. Donc vous êtes tout à fait... votre rôle est tout à fait important dans le processus de réhabilitation, c'est évident. Puisque si vous drainez une participation des gens, elle est souhaitée par l'État, dans le cadre des financements. L'État nous finance un poste adulte relais voilà, qui a pour mission de mobiliser les habitants sur les enjeux de demain. Et notre adulte relais, qui est une adulte relais éducatrice, accompagne les habitants, les jeunes, à la maison de projet, pour qu'ils réfléchissent aussi, pour qu'ils soient forts de propositions sur le quartier de demain. Parce que M. Marguerite a fait un super projet hyper ambitieux, hyper magnifique, mais c'est bien aussi que les habitants puissent donner leur avis sur un truc simple. Peut-être que l'arrêt de bus, il ne faudrait pas le mettre là, il faudrait le mettre là. Peut-être que le commerce, il faudrait le mettre là. Le marché, il ne faudrait peut-être pas le mettre là, mais le mettre là. Donc voilà, peut-être écouter les propositions des habitants pour que ça marche mieux. Parce que si ça va à l'encontre des attentes des habitants, peut-être que la rénovation urbaine ne marchera pas. Et est-ce que vous avez un représentant de l'État en permanence? Nous avons une déléguée du préfet. Une déléguée du préfet qui est présente, Madame Annelle Dios. Parce que tout se négocie, je vais le dire, même si je vais me faire engueuler parce que je le dis tout le temps. J'ai été 10 ans directeur de la politique de la ville à la mairie de Paris, donc je sais de quoi je parle. Moi, il y avait une sous-préfète à la ville qui était désignée, on décidait tout à deux, je veux dire. Il n'y a pas une action qui n'était pas négociée, discutée et arrêtée à deux. Sauf quand on n'était pas d'accord, mais c'est vachement rare. Je veux dire, il y avait une opération sur 10 où il y avait des divergences d'approche entre l'État et la mairie de Paris. Donc c'est quand même fort d'avoir l'État sur place. Donc là, c'est une déléguée du préfet. Une déléguée du préfet qui est présente. On a aussi des correspondants de quartier, notamment à la ville de Nîmes, qui nous rencontrent, qui nous écoutent, qui écoutent nos doléances et nos propositions. Et le département aussi a une personne qui intervient pour écouter les acteurs associatifs. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup des 1000 couleurs, mais c'est vrai que le quartier est grand, il y a beaucoup de monde, et c'est vrai que le milieu associatif, actuellement, il y a un peu de moribond. Parce que bon, la disparition des contrats aidés a fait que beaucoup d'associations ont mis la clé sous la porte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin, je me plais à me dire, souvent, j'ai dit aux élus, il nous faut une armée de militants, d'animateurs, d'éducateurs, pour pouvoir vraiment avoir des actions concrètes. Aujourd'hui, les 1000 couleurs, on se plaint pas. C'est vrai qu'en plus de la ville, c'est bien, c'est insuffisant. On ne peut pas pérenniser des postes. C'est-à-dire que aux 1000 couleurs, ça fait 20 ans que j'y suis, je suis l'ancêtre. Tous les 3 ans, l'équipe change. Et on ne peut pas avoir une action significative si tous les 3 ans, il faut changer les équipes. Parce que la confiance se crée avec le temps. Et nous, on a besoin effectivement de pérenniser des postes pour avoir une action significative. Et il y a les 1000 couleurs, mais il y a aussi les autres acteurs. Beaucoup d'associations, malheureusement, ont du mal à survivre. Donc il faudrait arriver à réfléchir une vraie coordination pour que les acteurs associatifs puissent agir efficacement. C'est pour ça que nous, ça fait quelques années, qu'on se bat pour la création d'un ou de plusieurs centres sociaux. Un centre social, c'est des moyens, c'est une pédagogie, c'est une coordination, c'est un projet au service des habitants. Et là, aujourd'hui, effectivement, on espère que ce projet va aboutir très rapidement. Ça fait 20 ans sur le quartier, mais il n'y a pas de centre social. Il y a les 1000 couleurs, on a un espace de vie sociale,
Il y a quelques acteurs associatifs qui se battent pour effectivement agir sur le quartier, mais c'est très peu. C'est pas avec 10 associations qu'on va arriver à avoir une action significative. Il y a un bon relais également, ce sont les comités de quartier. Les comités de quartier, j'ai écouté à Nîmes. Bon, aujourd'hui on en a 2. Oui. Donc il y a le comité de quartier de Pissevin et celui de Nîmes-Ouest. Oui. Voilà. Il faut que ces deux quartiers arrivent à travailler ensemble et à mobiliser le maximum d'habitants. C'est eux qui ont aussi un pouvoir. Parce que le cadre de vie, c'est eux le cadre de vie. Avec Alim, il n'y aura pas de problème. Avec elle, il n'y aura pas de problème. Avec l'orgiage, il n'y aura pas de problème non plus. Là, il va falloir l'ancêtre. Donc, il va falloir effectivement qu'on arrive à réfléchir une stratégie pour pouvoir mobiliser le maximum de personnes et que les gens comprennent ce qui va se passer demain. Tu vois que c'est important le comité de quartier. Mais je voulais vous demander, le centre social, il est à la diligence de qui? C'est la ville? Alors, Très rapidement. C'est la ville, c'est la communauté d'agglo, c'est les deux? non. Le centre social, c'est un dispositif qui a été mis en place par la Caisse d'allocation familiale. C'est la CAF? Donc c'est la CAF qui agrée un projet associatif. Celui qui avait un relais CAF ici. Oui, mais ça Nous sommes n'a rien à relais voir. CAF. Nous sommes relais CAF. Oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le projet d'une association qui répond à des ambitions en matière d'implication des habitants, d'action sociale, culturelle, éducative, etc., dans le cadre d'un protocole qui a été établi par la Caisse d'allocation familiale, peut recevoir éventuellement un agrément centre social. Voilà. À Nîmes, la situation est un peu particulière parce que la plupart des centres sociaux ont été à l'initiative de la ville et ont reçu un agrément centre social de la part de la Caisse d'allocation familiale, sauf à Pissevin. Pissevin, il n'y a pas eu cette dynamique, cette volonté et cette réalisation. Donc, par contre, il y avait une association qui existe toujours, elle s'appelle Les 1000 Couleurs, et cette association-là joue le rôle de centre social sans en avoir l'agrément. Nous avons déposé auprès de la Caisse d'allocation familiale un projet demandant l'agrément. Voilà. Bien, Jean-Paul, il est en cours de... nous devons nous arrêter. Nous allons te demander le mot de conclusion. À toi, Jean-Paul, à toi, Raouf également, Philippe, et puis moi je conclurai. D'accord. Je crois qu'on n'a pas suffisamment peut-être insisté sur le fait que notre ambition aussi, c'est de faire en sorte que ce quartier soit inclus dans une dynamique urbaine qui concerne la totalité du territoire nîmois. C'est-à-dire que les 1000 couleurs sont parties de la ville, que les autres parties de la ville doivent s'intéresser et doivent être concernées par ce qui se passe aux 1000 couleurs et que nous essayons de trouver les ponts, les articulations. Merci Jean-Paul. Raouf. Ça fait 20 ans que je suis aux 1000 couleurs et mon ambition, c'est de faire en sorte que l'équipe avec qui je travaille, bénévoles, salariés, ait aussi la même ambition que moi, c'est faire en sorte que ce quartier devienne un quartier à part entière de la ville et que ce quartier soit ouvert à tous. Philippe. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, sinon que je vous tire mon chapeau. Ouais. Parce que le boulot que vous faites depuis 25 ans dans des conditions qui ne doivent pas être tous les jours faciles, vous le faites et vous êtes un maillon fort, finalement, du lien social dans ce quartier, je pense. C'est ce que je vois. Bon. Et c'est tout à fait capital qu'on ne desserte pas tout dans ces quartiers difficiles. Voilà. Très bien. Sachez quand même que Philippe et moi souhaitions vivement venir faire l'émission ici. Pourtant, on nous a dit bien encore de les faire. Oui, nous souhaitions venir la faire, tout simplement. Cette émission ici dans vos locaux, comme nous l'avions fait il y a 2 ans pour une émission de radio. Alors, nous fêterons mardi prochain notre premier anniversaire de cette émission dans les Halles de Nîmes, puisque notre but c'est d'aller chez les commerçants et nous tenons à cette identité également. Alors, je me souviens encore. Quand nous avions décidé, quand Philippe m'a dit faut que nous fassions quelque chose, j'ai dit ok on y va, on a fait, puis 48 heures après c'est parti, on a envoyé des appels, on a des copains qui sont venus nous rejoindre. Alors un mot sur les gilets jaunes également, il y a des débordements, mais ce qui ressort de la matinée du samedi, comme je vous le disais, c'est les gens qui sont en détresse. Voilà. Il y a les blouses blanches également, hein. Elles ne feront pas grève. Bonjour monsieur Rota. Voilà, nous allons, pardon, monsieur Dédé Bonora, excusez-moi. Voilà, nous allons conclure cette émission. Merci une nouvelle fois. Merci à vous d'être nous avoir accordé cette interview. Merci à toi aussi Benjamin Baron, toujours présent derrière ta caméra. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Bye bye.